Je m'appelle Michel Rouquette, je suis né le 9 novembre 1946 à Paris, dans le 14e. Ma famille est une famille aveyronnaise. Papa et maman, père et mère aveyronnais, comme tous les Aveyronnais, enfin comme une bonne partie, patron d'un café à Paris, donc élevé dans un bistrot. Ce qui fait que j'ai très vite appris à communiquer, puisque quand on rentrait de l'école, on traversait la boutique, les clients, etc. Et j'avais le côté sympa du bistrot parisien. Voilà, première. Donc je réfléchis, j'ai bien tout dit. Famille aveyronnaise, pas bistrot, etc. École primaire dans une école catholique. Pourquoi? Parce qu'à proximité de la maison, quand on est commerçant, mes parents étaient toujours au boulot, donc je partais à pied à l'école, je revenais, enfin comme tous les enfants de Paris. On habitait rue Marivaux, dans le 2e arrondissement. Et très vite, j'ai connu tout ce qui m'intéressait un petit peu, c'est-à-dire le football au Jardin des Tuileries, puisqu'on avait la chance de faire des récréations, donc découverte avec le sport en jouant 2 ou 3 fois par jour au ballon. Puis rencontre avec l'expression chorale. J'ai fait partie des petits chanteurs de mon quartier. Et puis rencontre avec le sport patro, parce que c'était les patros à l'époque. Il y avait dans tous les quartiers de Paris, c'était très très développé. Donc le patronage, le foot, la rencontre avec le vélo, le cyclotourisme et avec l'athlétisme. Et c'est là que je décide de m'inscrire à la préparation de la maîtrise d'éducation physique. Et c'est comme ça que je suis petit à petit arrivé à l'ENSEP où il y avait des formations, des préparations à cet examen. Donc on venait quotidiennement à l'ENSEP pour à la fois pratiquer, apprendre, s'entraîner, suivre les cours pratiques et théoriques, et aussi pratiquer les sports qu'on aimait. Et c'est comme ça que j'ai découvert le trampoline en quelque sorte, parce qu'on faisait en milieu de journée du football, là encore, avec l'ami Jazzy, sur le terrain devant le gymnase spécialisé en gymnastique à l'ENSEP. Alors le trampoline avait été implanté dès 1958 avec Justin Tessier, ici à l'INSEP. De Jouble, qui était le professeur de Pierre Bois, l'avait dirigé dans cette voie en disant c'est un appareil à peu près magnifique, magique pour apprendre l'acrobatie. Et Pierre Bois est devenu un passionné de biomécanique et d'entraînement au trampoline. Et nous, on a découvert le trampoline bêtement parce qu'un jour, pendant un foot avec Jazzy, il y a quelqu'un qui a dit venez vite au gymnase de basket où il y a Bussière, là il y a un gars, c'est incroyable, il y a un sport incroyable. Et on s'est dirigé dans cette salle. Voilà comment tout a commencé en ce qui concerne le trampoline. C'est vraiment le point de départ. En ce qui me concerne, c'est l'ENSEP, la maîtrise d'éducation physique, la préparation, avec Jean-Claude Perrin, Villette, tous les profs qu'on avait à l'époque. Le foot avec Jazzy, un Américain, Georges Géry, qui vient présenter son sport. Il ne repart pas avec le trampoline, il dit est-ce que quelqu'un veut racheter le trampoline? J'appelle mon père, qui est patron d'un bistrot, je vous l'ai dit, et qui vient avec un petit peu de monnaie. Il achète le trampoline, je le mets dans l'école à Asnières où j'étais suppléant d'éducation physique, parce qu'on apprenait à l'époque, en même temps qu'on faisait les cours, on était à côté d'un prof qui disait tu ne te parles pas bien, tu ne te payes pas au bon endroit, fais gaffe, jamais face au soleil, parle plus fort, serre-toi du vent. Enfin bon, on apprenait sur le terrain. Et j'ai donc mis mon trampoline dans cette école, dans le Préau, et j'ai démarré mes premiers cours de trampoline, puisque Pierre Bois nous donnait des indications samedi, dimanche à l'INSEP. Donc toute la semaine, on appliquait ce qu'on avait appris le samedi, dimanche. C'est comme ça qu'on a débuté l'activité. On fait une petite pause. Donc l'INSEP était l'endroit où on se retrouvait tous les samedis, dimanches pour apprendre les figures qu'on apprenait aux jeunes qui, dans le préau de cette école, débutaient l'activité. Alors, quelle est la chance? La chance, c'est que la Fédé n'était pas créée et que 2 hommes se sont rencontrés. Pierre Blois, qui était l'élève de De Jouble, qui développait la biomécanique et qui avait le savoir des angles, de comment il fallait réaliser les sauts périlleux, etc. Moi, qui étais un loustic, on va bien dire, un loustic, football, la rigolade, préparer la maîtrise, on la loupant souvent. et un autre homme qui est arrivé, qui était dans le 12e, qui s'appelait Bernard Ramon, qui lui apportait la structure. C'est un Suisse, il s'occupait de la société suisse de gymnastique à Paris, et ils se sont rencontrés. Et l'idée de créer une fédération. Donc j'ai été très vite au milieu d'un groupe de gens extrêmement différents. Le côté sérieux suisse, un peu quartz, de Bernard Ramon, le côté scientifique d'un prof de très haut niveau,
et le côté saltimbanque de mon côté qui arrivait en écoutant ce que disaient ces gars-là, en l'appliquant. Donc j'ai appliqué dans mon école avec les jeunes que j'avais choisi. J'avais fait des petits tests et puis j'avais choisi Jean-Michel Bataillon, Gilles Lebris, en leur disant, vous allez voir, on va faire de la compétition et ça va relativement bien marcher. Et en effet, très vite, on est arrivé à des limites, puisqu'on apprenait avec le film, on filmait ce qu'on faisait. Le service de cinéma de l'INSEP nous aidait beaucoup, de l'ENSEP nous aidait beaucoup à ce moment-là, puisque c'était M. Ribaud qui s'occupait de ce service. On avait donc des images de la visionneuse, on apprenait les figures, on les appliquait jusqu'au moment où il y avait des prises de risque, parce que le trampoline, c'est un sport de risque. Donc là, je me suis dit, c'était en 69, il passé un petit peu de temps, je me suis dit, mais il doit y avoir un champion du monde. En effet, il y avait des champions américains. Donc on s'est rapproché de ces champions américains. C'est là que j'ai rencontré Bob Bollinger, qui était un prof d'histoire, mais qui s'occupait beaucoup de trampoline avec Hennessy, qui est un des patriarches de l'activité. Il faut savoir que le trampoline vient du plongeon. Ils n'ont pas inventé le trampoline comme un appareil pour faire du trampoline, mais pour un appareil pour fractionner, arriver sur le ventre ou sur le dos, fractionner les rotations pour pouvoir rentrer dans l'eau par les mains, soit vers l'avant, soit vers l'arrière, pendant la phase d'hiver où les piscines n'étaient pas chauffées, on ne pouvait pas travailler. Donc l'activité, c'était les Américains. Donc quelques indications de ces entraîneurs prodigieux. Et très vite, un Anglais qui se dessine en 1970, Paul Luxon. Qu'est-ce qu'on fait? On invite Paul Luxon en France, en vacances, sur le bord de la Loire, dans un petit endroit où il y avait des bungalows, etc., une piscine, et on met le trampoline et on s'entraîne. Et je réunis donc Paul Luxon, qui donne toute sa technicité. Je copie ces images pour les faire appliquer par mes champions, tout simplement. Et puis un petit peu les Américains, Bollinger, etc., qui vient et qui nous dit qu'il faut s'entraîner à n'importe quelle heure, qu'il faut s'entraîner 2 ou 3 fois par jour. On est en 1970, c'est très révolutionnaire. Donc, je me mets à entraîner d'une manière systématique. Et on n'a pas compté les heures, puisqu'on s'entraînait jusqu'à 3 fois par jour. Et on a appris toutes les bases de l'entraînement, à savoir faire les mouvements justes à n'importe quel moment de la journée, savoir les alterner avec des activités complètement incroyables. Avant, on disait, il ne faut pas se nager parce que ça coupe la détente. Les Américains, ils partaient du trampoline, ils arrivaient direct dans la piscine, ils nageaient, ils remontaient dessus, ils faisaient un libre. C'était incroyable. Donc on a démarré cette carrière comme ça. Donc INSEP, Georges Géry, très très vite les champions, Paul Luxon, la copie systématique des champions, on prend en vidéo, ce que font ces gars-là, on doit le faire nous, et on est petit à petit progressé, ce qui fait qu'en 1969 et 70, on est prêt à faire de la compétition internationale, on participe à nos premiers championnats d'Europe junior, et Jean-Michel Bataillon, Gilles Lebris font respectivement premier et deuxième. On dit, bah, c'est bien. Et puis petit à petit, il fallait développer. Et je me rends compte que pour développer, bah, c'était compliqué, il n'y avait pas de structure, pas de fédération, pas de subvention, pas d'aide. Donc on a dit, on va faire des démonstrations. Et c'est à cette époque-là qu'on a commencé à prendre le trampoline, accroché sur une remorque derrière les voitures, et on a fait les places de marché, les fêtes de village, les grandes manifestations. On est à peu près allé partout en France pour faire connaître l'activité. Très très vite, cette première génération de trampolinistes a été donc championne d'Europe junior, puis championne du monde junior. Et très très vite, c'était la rencontre avec Richard Tison. Et là, Richard Tison, on a voulu l'inscrire au championnat du monde des grands, la catégorie A. Il y avait un championnat du monde B, un championnat du monde A. Et là, le premier rendez-vous avec Richard Tison en 1972 à Stuttgart, on est 21e. Donc on était les meilleurs en junior catégorie B et 21e en catégorie. Ça nous plaisait pas du tout. Donc on s'est dit, là on va se mettre au travail. On a recommencé l'expérience en faisant venir des étrangers, comme ça Kurt Hoener, un Suisse est venu, puis Michael Budenberg, un Allemand. On s'est intéressé, on collaborait avec ces gens, on s'entraînait, et on est arrivé en 73 à Édimbourg. Et ça a été le grand départ, Édimbourg, parce que c'était le championnat d'Europe, le premier où participaient les Russes. Et donc il y a une anecdote marrante, c'est que quand nous on rentrait dans la salle d'échauffement, tout le public en sortait puisqu'ils étaient venus voir s'entraîner les Russes. Évidemment, les Français qui étaient 21e, c'était pas très intéressant. Sauf que moi j'avais préparé, on savait un petit peu comment ça allait se passer, et on avait une cartouche surprise qu'on a tirée le jour de ce championnat, et il se trouve que Richard gagne. Tout le monde était complètement impressionné, recomptait pour voir si c'était pas possible qu'un Français gagne. Et Richard Tison, qui venait du rugby, ça c'est intéressant, du rugby. Donc on choisissait nos
nos athlètes sur les qualités physiques, la pêche, le dynamisme, la vivacité, l'enthousiasme. Et donc Richard Tison a été le premier vrai champion en catégorie senior, avec un titre de champion d'Europe à 73 à Édimbourg. Et alors on était culottés, puisqu'à l'époque, on avait des interviews, personne ne nous avait vus, on voyait évidemment les Russes, qui venaient dans le circuit avant d'aborder en 74 le championnat du monde, donc ils se préparaient sur le championnat d'Europe, et ils se trouvent battus par quelqu'un qui sort de nulle part. Donc moi, à l'époque, j'étais un tout petit peu culotté. Je leur dis, écoutez, nous, c'est une démarche, on voulait être champion d'Europe, on l'est, puis maintenant, on va s'occuper du championnat du monde, c'est bientôt. On va essayer de l'être aussi. Normalement, on devrait y arriver, on a quelques petites idées. Alors, on va en 74 en Afrique du Sud pour le championnat du monde, et là, les Russes n'y sont pas, parce qu'il y a l'apartheid, parce que c'est compliqué, donc les Russes n'y sont pas. Donc ça devenait un petit peu plus facile pour nous, pour passer d'Europe à monde. Mais on avait quand même les Australiens et les Américains qui étaient les pontes de l'époque. Parce que les plongeurs, tous les champions olympiques étaient américains, et donc ils avaient un niveau acrobatique sur le trampoline qui était absolument ahurissant. Et on fait ce championnat avec un libre extraordinaire, et Richard, 10.10, et Richard gagne d'un dixième devant l'Américain. Il recomptait les juges, enfin personne ne voulait croire que c'était un Français, donc Richard gagne. On se distingue par un podium où ils font monter la fille qui a gagné et le garçon qui a gagné. Il se trouve que la fille qui a gagné est une noire, Alexandra Nicholson, qui fait la même difficulté que Richard, ce qui prouve que, vous voyez, les filles américaines étaient très très balèzes. Et ils sont tous les deux sur le podium, silence évidemment dans la salle avec l'apartheid, et Richard ne trouve rien de mieux que faire un petit bisou à Alexandra pour fêter l'occasion et le titre de champion du monde. Donc on est rentré sur la scène internationale avec un petit clin d'œil sympa. Et ça a démarré, donc à partir de ce titre de champion du monde, on continuait nos tournées de plage, nos démonstrations dans les villages, autonomie financière, recettes dépenses, il fallait que ça tourne, et commando. C'est-à-dire que j'ai jamais eu dans l'entraînement plus de 4-5 élèves. Parce que l'activité ne le permet pas, sinon il y a des attentes qui sont beaucoup trop marquées. Et puis, il faut avoir un commando qui est affûté, quoi, où il y a une autostimulation dans le sein du groupe. Pareil pour les filles, je n'ai pas été un très bon entraîneur de filles, mais à chaque fois qu'on a eu une fille qui avait des qualités, on l'a mis dans le bloc des garçons. Ce qui faisait, c'était un garçon-fille qu'on entraînait. Et c'est comme ça qu'on a eu des très bons résultats avec Véronique Richer, avec Nathalie Trey, qui sont devenues des grandes championnes dans les 5 meilleures mondiales, uniquement par le fait qu'elles s'entraînaient avec des loustiques et que ça se passait très très bien. Voilà. Sur l'épopée trampoline pure et dure, c'est ça. L'autogestion, c'est simplement que la fédération n'avait pas de moyens. Donc on a appris très très rapidement à être indépendant, à ne pas être dans des structures très, très solides. L'arrivée à l'INSEP d'un jeune champion, c'est après le deuxième titre de Richard en 1976, où il a pu commencer à préparer ses examens d'éducation physique. Il est venu à l'INSEP, à l'époque, en formation à l'INS. Et là, ça ne s'est pas très, très, très bien passé parce qu'il était tout sur place. Le repas sur place, l'hébergement sur place, la salle à 50 mètres. Il était mieux quand il était dans la vie familiale. Donc, on a très vite retrouvé l'ambiance normale de la famille et l'entraînement à Bois-Colombes où il fallait prendre la mobilette pour aller à l'entraînement, etc. Donc, on est toujours resté un petit peu indépendant, toujours un petit peu marginaux sur le bord de la ligne de la démonstration, mais très affûtés quand on rentrait en ce qu'on appelait se mettre au placard. Quand on se mettait au placard pour préparer une compétition, c'était du très très sérieux. Donc Richard Tison, 74, se démarque à Johannesburg. En 76, à Tulsa aux États-Unis. Anecdote sympa, les Russes, cette fois-ci, sont venus et ils disent « Vous allez voir, les Français, on va vous corriger ». Mon ami Filichenko vient me voir la veille du match en me disant « Tu as vu le livre d'Evgeny Yanès, il est bien meilleur. Il est bien meilleur que celui de ton champion. » Je lui dis « Attends, Evgeny, c'est pas possible. On est meilleur, tu vas voir, on va te montrer. » Il disait, comment disait-il, « Electronic good », il disait pour parler de son champion. C'est vrai qu'il était très très fort en acrobatie, en difficulté. Mais nous, on avait un programme consistant, puis on avait créé la méthode française, qui était axée sur une esthétique très, très rectiligne, très andalouse, avec une exécution absolument prodigieuse. Toujours comme ça qu'on gagnait. Donc il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas. Il se trouve qu'anecdote à Tulsa, les deux trampolinistes qui ne pouvaient pas s'entraîner avant la compète, c'était Richard et Yanès, parce qu'ils sautaient tellement haut que la salle était trop basse. Donc ils faisaient que des parties d'exercice à des hauteurs réduites. Donc on avait une totale inconnue
quand ils sont passés pour de bon pour la compète en se disant est-ce qu'ils vont vraiment réussir leur programme. Et en fait, ils l'ont réussi tellement bien avec une très forte adversité que toc, 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 tout le monde se réunit, 10 minutes de jugement, ex aequo. Pour la première fois, le français et le russe étaient ex aequo. C'est d'ailleurs la seule fois, puisqu'après la Fédération internationale a trouvé la solution pour qu'il n'y ait plus d'ex aequo en départageant au travers de l'imposé, mais c'est la première fois. Donc là, une très grande amitié avec les Russes. Donc vous avez vu le parcours un petit peu, hein, l'Angleterre, Suisse, Allemagne, les Américains beaucoup, les Russes à un moment donné, une grande famille acrobatique. C'est ce qui s'est dégagé du trampoline. Et puis toute cette carrière s'est poursuivie jusqu'au titre de Lionel Pioline et à nos jours. Donc si vous voulez, moi ce que je retiens de cette période, c'est d'avoir eu la chance de rencontrer des gens un peu marginaux qui ont donné des indications. Par exemple, Bollinger, on s'entraîne à n'importe quelle heure. On fait des libres en pratiquant n'importe quelle discipline à côté, du moment qu'on est concentré au moment où on passe. On privilégie le prime effort. J'ai très vite rencontré aussi avec Paul Luxon la rigueur, la biomécanique, ce qui était satisfaisant pour Pierre Blois, qui avait toujours dit le corps doit être parfaitement plat, comme une bouteille sur laquelle on met un bouchon, c'était la position de la tête, un alignement parfait. Et donc on a respecté ça. On a très vite conquis au niveau international l'image d'une école française de trampoline, extrêmement rigoureuse, qui a été un tout petit peu secouée par les Russes, qui sont rentrés dans les triples rotations. Alors ça, c'est lié, c'est un petit peu marchand ce que je veux dire, mais c'est lié à la quantité d'individus présélectionnés pour former une équipe. Quand nous, on choisissait 5 kangourous pour en faire des champions du monde en France, les Russes en avaient 40 ou 60. Donc un potentiel beaucoup plus grand. Il est vrai aussi que nous, on était beaucoup plus réservés, puisque à chaque fois qu'il y avait prise de risque, on était vigilants. On ne voulait pas surtout avoir d'accident. Et on en a eu un qui a été télévisuel, qui a lancé le trampoline d'une manière magnifique. C'est l'accident de Richard Tison, qui à cette époque-là est champion du monde une première fois. Il n'a pas son deuxième titre en 1976. Évidemment, ça se passe en direct avec Bouvard, la France entière s'arrête, la ministre de l'époque, je crois que c'était Madame Veil, vient en hélicoptère voir ce qui se passe, etc., à Ambroise-Paré. Le môme est sous surveillance. Deuxième anecdote sympathique, il s'évade de l'hôpital parce qu'il en avait ras-le-bol, il repart sur Bois-Colombes alors qu'il n'était pas fini de traiter. Tout va bien, il a fait un petit coma de quelques heures, mais il reprend l'entraînement, il gagne les championnats du monde, et là c'est parti. On a le vent en poupe, c'est une équipe extrêmement dynamique, un peu rock'n'roll. On est en démonstration, très sérieux sur les compétitions. On lance la grande famille acrobatique, hein, puisqu'en 1981 apparaîtront les Semaines internationales des sports acrobatiques, qui est le regroupement, parce qu'on s'est dit, le trampoline, ça sert de préparation à tous les sports, mais on est chacun chez soi. On ne partage pas avec la gym, on ne partage pas avec le parachutisme, on ne partage pas avec le ski acrobatique. Et c'est comme ça que les premiers champions de trampoline, qui avait fait une très belle carrière, comme Jean-Marc Bacquin, par exemple, qui n'avait jamais été capable de gagner, mais qui était dans les 10 meilleurs mondiaux, ben on s'est dit, on va les inscrire au ski acrobatique, ils vont éclater. C'est comme ça que l'équipe olympique d'Albertville, avec Jean-Marc Bacquin et Didier Méda, qui étaient premier et deuxième à ses premières Olympiades, le ski acrobatique, c'était des trampolinistes qui sont arrivés dans ce monde. Et on a fait une famille des sports acrobatiques qui fonctionne très bien aujourd'hui, et donc des relations avec l'ensemble de ces sports. Je suis très stressé, hein, je ne vous le cache pas. À l'intérieur, ça bouillonne et je ne suis pas détendu du tout. Oui, et puis je ne l'organise pas bien. Enfin, je pense qu'après, ça se... Bon. Simplement, tu reviens sur ce que je viens de te dire. Alors, lorsqu'on est en période de préparation, il y a quelque chose qui est amusant, c'est la manière dont on détecte nos champions. Donc moi, je viens de l'athlétisme. Donc je cherche d'abord des gens qui savent bien courir, qui sont vifs, qui dans les sports co-cartonnent, jouent bien au hand, au rugby, au foot, qui se déplacent bien, qui n'ont pas peur. Par exemple, Richard Tison, c'était un garçon. Les premiers textes pour sauter des franchissements, je pense à Dinard, puisqu'on a investi le Crest de Dinard depuis 1974 pour faire nos préparations d'été, et ben, un franchissement d'un rocher à l'autre avec petite crevasse, risque de tomber dans le bouillon 13 mètres plus bas. Richard, sur une équipe de 8, c'est le seul qui disait « je tente » et qui ne savait pas tellement bien s'il allait arriver, mais qui s'accrochait au rocher et qui s'en sortait de toute façon. Donc des hommes de prise de risque, un petit peu têtus, et surtout qui était capable de vivre cette épopée, puisqu'on ne se séparait jamais. Hein. Il faut savoir que dès 1970,
Les enfants, les jeunes qui étaient avec moi avaient entraînement tous les jours. Pendant les vacances, c'était 2 ou 3 fois par jour et on ne se séparait jamais. Ils avaient 8 jours par an pour être avec leur famille. Et le reste du temps, on faisait plein d'activités. On faisait du ski, on faisait du vélo. Ils ont fait des choses exceptionnelles, il y avait ça aussi. J'avais très vite compris que pour que mes garçons soient exceptionnels, il fallait que je les traite de manière exceptionnelle. Alors ils ont fait un petit peu de voitures de production, ils ont fait du vol à voile, ils ont essayé toutes les activités un petit peu nouvelles qui se créaient. Hop, on profitait de cette énergie pour leur faire des choses qu'ils n'auraient pas faites de manière courante. Donc voilà un petit peu le critère. Le critère, c'était la pêche, des gens extrêmement, j'allais dire, têtus, opiniâtres, qui avaient vraiment gagné. Alors, je vais dire un truc qui me paraît monstrueux, mais je le dis quand même, c'était presque une obligation. Parce que si on ne gagnait pas, on n'avait pas notre tournée d'assurer l'été. Donc on est vraiment des saltimbanques à un certain moment. C'est-à-dire qu'on gagne la compète, ça permet de se regrouper. Quand on est parti à Antibes en 81, on avait toute l'équipe de France en studio, deux jeunes par studio. On gérait uniquement sur les démonstrations. Donc la carte de visite, c'était les résultats de l'année avant. À tel point qu'on arrive à Antibes en 81, l'adjoint au sport nous dit écoutez, quand vous serez champion du monde, je vous donnerai un club, une salle, et à ce moment-là, vous pourrez vous entraîner à Antibes. Je lui dis écoute, c'est pas grave, de toute façon, nous, on s'entraîne dehors. On s'entraînait sur la place de Gaulle à Antibes, au milieu des palmiers. Il y avait 200 personnes qui assistaient à l'entraînement. On a fait ça pendant 2 mois. Quand le gars a vu qu'on allait arriver dans l'hiver et qu'on allait continuer, il nous a trouvé une salle. C'est comme ça qu'on s'est imposé à peu près partout. Donc on est quand même un petit peu au départ saltimbanque sur les bords. Ceci étant, c'est Pierre Blois qui ramène tout à la rigueur, à la biomécanique, et c'est Bernard Hamon qui calme un peu le jeu, parce que c'est vrai qu'on a participé à des premières parties de chanteurs, à plein de choses comme ça un petit peu étonnantes avec le trampoline. Il faut dire qu'à cette époque, des gens qui sautent, qui font des acrobaties supérieures, c'était assez captivant. Donc voilà en gros comme on a détecté nos champions, sur les capacités à avoir une vraie énergie. Ils n'étaient pas gymnastes, c'est assez important de le savoir. Aujourd'hui, ils le sont presque tous, la nouvelle génération. Mais à l'époque, c'était des rencontres. Par exemple, Lionel Pioline, qui est devenu un très grand champion, on fait des tests dans l'école à Bois-Colombes. Il y avait une école de sport du mercredi que j'encadrais avec 150 enfants. Je repère Lionel Pioline, il est tout chétif. Pierre Blois me dit, tu sais, c'est un garçon, il va manquer de capacité physique. Je lui dis, oui, mais il est tellement juste. Ah c'est vrai, il est beau. On le garde. On l'a donc formé, puis petit à petit, il s'est épaissi avec l'âge. Et il a fait la carrière qu'on connaît avec 4 titres. Lionel, 2 titres de champion du monde individuel, plus les titres par équipe. Donc une très jolie carrière. Mais en partant de... Donc ça plaisait pas bien à Pierre Blois. Hein. Pierre Blois, il voulait qu'on élabore, qu'on suive des grilles, qu'on contrôle, qu'on fasse des tests matchs. Et moi, j'étais plus... je fonctionnais à l'œil. Lui, je vais le mettre dans ce match parce qu'il va être très affûté. C'était, vous voyez, c'est ce mélange entre des hommes qui étaient tolérants, parce que pour Pierre Blois, supporter des Ouistiti comme nous, c'était pas facile. Hein. Il a été très ouvert par rapport à la rigueur qu'il avait dans la grande maison ici à l'ENSEP, de tolérer ce type d'entraînement. Mais il a laissé jouer parce qu'il y avait la passion derrière. Et il savait qu'il donnait une grille en disant on doit rentrer à 90 degrés, repasser 2 mois après, tout était calé, c'était nickel. Et on a toujours respecté le cahier des charges de celui qui dirigeait techniquement. Donc une école française, une direction technique, le choix des champions. Alors évidemment, maintenant, tout a changé. Hein. On a des grilles de qualification, des grilles de sélection, on fait de la musculation, de la préparation physique. Bon, tout a beaucoup changé, mais je vous parlais là des tout débuts. Hein. Jusque dans les années... Alors après, si vous le souhaitez, je vais vous parler de l'intégration, c'est-à-dire que l'équipe de France s'est développée jusqu'aux années 90. C'est en 1999... essoufflement évidemment de notre Fédé qui poussait le wagonnet depuis 1969, 66 la création de la Fédé, 65 même, création de la Fédé. Donc en 99, on était vraiment peu connus, hein, c'était difficile toujours à gérer. Donc il y a eu l'opportunité de rentrer dans la gymnastique. La Fédération internationale de gymnastique a reconnu l'activité. Elle avait été proposée cette activité à la Fédération de gymnastique en 1964. Les gens de la gym à l'époque avaient dit ça coupe la détente, c'est du cirque, on n'a pas besoin de ça chez nous. Nous, c'est des agrès vraiment traditionnels, ça c'est pas bien. Et en 99, c'est devenu une des spécialités de la fédération
international de gymnastique, ce qui fait qu'aujourd'hui on est devenu olympique et qu'on appartient à la gymnastique. Mais les débuts, c'est vraiment cet enchaînement un petit peu marginal, il faut dire. Hein. C'est pas très normalisé tout ça. Bon, ça va. Essayez. Donc là, pour arriver à tous ces résultats, il y avait une méthode d'entraînement. Donc la rencontre avec ces étrangers pour apprendre un peu comment ça fonctionne ailleurs. Que font les autres? Qu'est-ce que je peux ajouter moi? Donc on a ajouté une omniprésence à l'entraînement. Pierre Blois étant exigeant sur les axes, on s'est dit tiens, je vais toujours me mettre à gauche pour pouvoir observer mon trampoliniste, pour bien voir s'il est aligné. Sens de vrille, à l'époque, la latéralité, tout le monde vrillait à gauche parce que c'était impeccable quand j'étais vieux. Je pouvais toujours voir la bonne partie du corps au moment des déclenchements de vrille, pas me tromper, il y avait des choses un petit peu comme ça. Et puis, la répétition, Pierre Blois avait un avis qui m'avait beaucoup séduit. Si on répète juste, c'est une bonne chose. Si on répète faux, ça peut devenir très très grave. Donc il fallait avoir le pif. Donc moi j'ai pratiqué un entraînement tout simple. La réussite égale récompense. C'est comme ça qu'on faisait des choses extraordinaires. On partait faire un petit voyage, on partait au ski, on partait dans une station faire des démonstrations et du ski. On revenait. La surcompensation immédiate. Jamais à l'entraînement, j'étais capable de faire des jolies prises de position, voire des colères, très très fortes, des exigences très fortes, mais tout de suite, retour au calme et discussion individuelle à la fin de chaque entraînement. Moi, j'ai toujours pris comme repère ce qui était réussi. En disant au groupe, tu vois, lui, il vient de le faire, attends, tout le monde va le faire, c'est impossible, il le fait, tout le monde le fait. Et chacun qui apportait sa petite nouveauté, tout le monde devait s'appliquer à le faire. C'est comme ça que les filles, d'ailleurs, ont pu suivre les garçons et arriver à très haut niveau aussi, parce qu'elles étaient prises dans cet état d'esprit. Donc, attentif, entraînement, débriefing immédiat, c'est-à-dire il y a une faute, on la débriefe tout de suite, pas de bouderie avec les athlètes, c'est-à-dire on descend, ce qui ne va pas, mais clairement, sans reproche, ça. À la fin, s'il y a un reproche, parce qu'il y a de la paresse, il y a du laxisme, etc., c'est une belle engueulade à la fin, en tête à tête, ce qui fait que ma famille était désespérée, parce que j'entraînais à peu près 5 heures par jour, mais je passais à peu près 2 heures à débriefer, à discuter, à boire des coups à la salle avant de rentrer. Donc, c'était pas simple. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de créer ce groupe, ce qui fait qu'il y avait une hyper complicité. Et d'ailleurs, je peux le dire aujourd'hui, puisque ça raconte une vie, tous les athlètes qui ont connu l'équipe de France, et ça, c'est très, très particulier au trampoline, par cet état d'esprit, par la manière dont on a géré les choses, eh bien, quand on se réunit, quand il y en a un qui ne va pas, on a eu un garçon comme Jean-Marc Baquin qui a eu quelques difficultés, on s'est tous retrouvés, on l'a aidé, on a le groupe qui fonctionne, on ne se perd pas de vue. Et il y a une très jolie, une très belle amitié, et ils ont appris une école de vie assez, comme je viens de la décrire, hein, c'était à la fois amusant, à la fois partagé, à la fois dur à l'entraînement, extrêmement exigeant. Il fallait absolument, d'abord, pour rattraper les Russes ou les Américains, il ne fallait pas rigoler, quoi. Je veux dire, ça ne peut pas être... C'était obligé d'être structuré. Moi, j'avais fait les pompiers de Paris, donc j'avais appris un tout petit peu le baroud, les parcours difficiles à serrer les dents. Donc, je leur imprimais ça, mais d'un autre côté, beaucoup de récompenses. Dès qu'il y avait du plaisir, ils ont vu tous les plus grands groupes musicaux, tout. À chaque fois, récompense. On a bien travaillé, on va voir notre chanteur préféré, on va voir tel site, tel film, tel... On a toujours essayé de jouer comme ça. Alors, pourquoi possible? Parce que petit groupe. Je n'ai jamais appartenu à un club qui a 100 licenciés dans lequel il y a un groupe de compète. Jamais. Dès le premier jour, j'avais 3, 4, 5 trampolinistes, point. Pas un de plus. Donc, c'est aussi facile, je veux dire. C'est plus facile à gérer. C'est pas comme dans une grande structure. Donc, ce fait de ne pas être connu nous a permis à la fois de découvrir l'activité sans complexe et de l'appliquer sur un groupe défini, mais personne ne pouvait nous critiquer puisqu'on ne demandait rien à personne. Il y avait pas j'étais pas dans une filière normale, si vous voulez. Et la Fédé qui balbutiait, il faut savoir qu'on a démarré, il y avait 20 personnes au championnat de France en 1966. Aujourd'hui, on est obligé de faire des qualifications, il y en a plus de 600 et il y a 10 000 personnes qui pratiquent l'activité, donc c'est un grand progrès. Et à l'époque, il y avait 5 kangourous savants qui étaient vraiment au-dessus du lot.
Aujourd'hui, ils sont 40, 50, 60 comme en Russie, hein, à être très bons. On a des qualifications. À mon époque, ce n'était pas des qualifications, c'était du choix un peu au pif pour arriver à trouver le meilleur champion au bon moment, pour qu'il y ait une émulation. On passait dans des périodes un peu calmes et hop, on réaccélérait. C'était très très amusant. Donc, toute cette vie, un petit peu, on disait amusante il y a quelques instants, ou marginale, eh bien, aujourd'hui, les choses se sont modifiées, puisque les entraîneurs nationaux, aujourd'hui, sont dans des vies sociales beaucoup plus définies, avec des résultats dans les études, etc. Il faut reconnaître que moi, tous ceux que j'ai rencontrés, les études, ce n'était pas une priorité. On était agrégé de trampoline et champion du monde de trampoline. Les humanités, les études, moi, je n'étais pas très, très branché. Et puis, il y avait la perf, la volonté de réussir. Et on se pense... Alors, ils ont tous très bien réussi. Mais ça, c'est du bol. C'est pour ça que je le déconseillerais formellement à tous les jeunes entraîneurs. Et aujourd'hui, il faut vraiment respecter une grille sociale d'apprentissage, d'études, etc. pour avoir les meilleures situations possibles après la partie compétitive. Tandis que nous, on était à fond dans la compète et on se réveillait à 25 ans en disant « Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Alors ça s'est toujours très bien passé parce qu'à cette époque-là, dans les années 70, c'était un peu plus ouvert. On pouvait toujours rentrer dans une direction des sports comme moniteur, se retrouver des filières, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le spectacle. Lionel Pioline, qui a été un grand champion, est aujourd'hui dans le spectacle, avec des collaborations avec le Cirque du Soleil. Il y a plein de gens de l'équipe de France qui sont partis au Cirque du Soleil. Daniel Collat, par exemple, est l'un des metteurs en scène et des préparateurs du Cirque du Soleil. Il est parti de l'équipe. Donc on a eu beaucoup de succès parce que les gens sont partis, ils ont perdu, ils n'avaient pas de complexe et puis il y avait rien d'impossible dans cette équipe. On partait vraiment à la conquête des compétitions, c'était irraisonnable. Si on avait mesuré la capacité des équipes en face, on se serait inquiété, mais on n'a jamais eu cette inquiétude parce qu'on se disait c'est possible, on va gagner de toute façon. Donc on était dans ce schéma. Et ça a donné une dynamique au groupe France, puisqu'aujourd'hui, les entraîneurs nationaux en place, Franck Bardi, qui est l'entraîneur national aujourd'hui de cette équipe de France, a d'excellents résultats aussi. Il a gagné la Coupe du Monde, il a été 4e au championnat du monde, champion du monde par équipe. Les résultats continuent, avec des dérivés vers le tumbling, parce qu'on a aussi une partie commune avec cette spécialité qui a démarré dans notre fédération ici, à l'INSEP également, dans les années 80. Et voilà, donc c'est un état d'esprit qui se perpétue aujourd'hui, mais aujourd'hui, les entraîneurs sont des profs certifiés, sérieux, qui suivent des grilles de préparation, qui font bien leur partie de musculation, la plio, la préparation physique vachement bien faite, les soins médicaux vachement bien. Pourquoi on est parti à Antibes On est parti à Antibes quand il y a eu, en 1981, la possibilité de créer les pôles France, les centres nationaux d'entraînement. On est parti parce qu'il faisait beau. Et parce qu'il faisait chaud et qu'on en avait marre d'avoir mal aux coudes, aux genoux, etc. Parce que le trampoline, c'est un petit peu dur. Hein. Au niveau physique, il faut être costaud. Donc, c'est un appareil où on s'auto-forme dessus. Il y a ceux qui résistent bien, qui s'épaississent, qui deviennent forts. Puis il y a ceux qui sont obligés d'arrêter parce que là, c'est très exigeant. Au niveau de la peur, parce qu'on en est rendu à 4 tours, on en est rendu en 20 secondes à faire 25 vrilles et 20 saltos. Et maintenant, ils ont dépassé ils arrivent jusqu'à 25 saltos, c'est-à-dire 5 triples dans un programme. Donc c'est démesuré, en 21 secondes les meilleurs. Donc c'est extrêmement vif, quoi. C'est de la F1, hein, c'est très vif au niveau des réflexes, et puis pas de prise de risque. Alors en France, on touche du bois, on a toujours été vigilants, parce que ça c'était un vœu de Pierre Blois dans les premières années, et de Bernard Hamon qui avait dit s'il y a un accident, l'activité est morte. L'activité disparaît. Donc on n'a jamais eu, on touche du bois, on n'a jamais eu de prise de risque. On a le tapis de sécurité, pas beaucoup de longes d'apprentissage parce que ça crée des problèmes psychologiques d'avoir une longe, d'être attaché. Toujours l'individu libre et gérant millimètre par millimètre son corps dans l'espace. Fractionnement de l'activité, la part méthode, c'est un produit bien français qu'on a élaboré sur une idée américaine qu'on a développée encore plus, puisque nous, tous les exercices s'apprennent par fractionnement de cartes de rotation et de demi-vrille. Et on a obtenu une montée. Aujourd'hui, on est cité en exemple dans tous les sports pour l'apprentissage. Quand on va au patinage artistique pour certaines figures, ou quand on va au ski acrobatique, ou même au parachutisme, puisque les parachutismes aujourd'hui sont dans des notions de figures acrobatiques, on a le moyen de leur apprendre très facilement sur le trampoline.